Ai-je trouvé un adversaire de taille en la personne de Stéphane Manigold qui, contrairement à moi, pense qu'il n'y a pas trop de restos en France ou au contraire, nous faisons face, enfin, à la seule personne qui exprime une opinion lucide sur la crise de la restauration en France. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais avant, qui est Stéphane Manigold? J'ai demandé à ChatGPT de me faire une biographie résumée de sa vie. À partir d'aujourd'hui, pour toute présentation d'une personnalité publique, nous allons dresser un tableau des biens et des pas biens. Bien, ça voudra dire que, voilà, est-ce que Stéphane Manigold est un vrai bonhomme sur certains points? Qu'est-ce que j'appelle un vrai bonhomme? C'est quelqu'un qui accomplit des actions vertueuses et qui ne passe pas son temps à se plaindre. Et qu'est-ce que j'appelle un chouineur compulsif? C'est quelqu'un qui voudrait que tout soit régulé pour que ça aille dans son sens, parce qu'il n'est pas capable de remettre en cause sa pratique et qu'il jalouse ceux qui réussissent mieux que lui. Je pense notamment à Adrien Pédrazi ou Franck Chomès qui pensent que certains restaurateurs ne devraient pas avoir le droit d'exister. On va en reparler. Évidemment, tout ça est basé sur une analyse totalement objective et nous allons commencer la lecture de la biographie de ce bon vieux Stéphane. Donc Stéphane Manigold, il est né le 28 janvier 80 à Mulhouse. Il grandit dans une ZUP et connaît une enfance difficile marquée par l'abandon maternel, un placement en foyer à Rimbach et des épreuves personnelles traumatisantes. Il attribue une part essentielle de son épanouissement à la rencontre d'un éducateur qu'il considère comme un second père. Très tôt débrouillard, il travaille dès l'âge de 11 ans sur les foires pour s'extraire de son environnement. Eh bien ça c'est un point vrai bonhomme. Environnement familial très difficile, mais travail très jeune. Respect à lui, franchement. Toutes les personnes qui ont vécu un tel passé n'auraient pas eu le courage de faire ce qu'il a fait. À 18 ans, il enchaîne les expériences, livreur de pizza, DJ, animateur radio, jusqu'à devenir responsable grand compte chez Audi, poste qu'il occupe pendant 17 ans en Alsace, puis à Paris. Bon bah voilà, on a une personne qui dès 18 ans bosse, prend ce réflexe de bosser. Tous les jeunes de son âge n'ont pas eu cette expérience-là, bossent régulièrement dès ses 18 ans. Son goût pour la gastronomie se développe à force de dîners professionnels et d'échanges avec des grands chefs et de rencontres. Ok, donc il a su bien se placer, quoi. On va dire que ça c'est un truc de vrai bonhomme aussi. Il a su bien se placer dans un espace qui semblait être récréatif où on mange bien. Et ben en fait, il en a tiré des opportunités professionnelles. Ensuite, ascension dans la gastronomie, création de Substance, une étoile Michelin, ouverture de Contraste, également une étoile. Donc voilà, déjà le gars ouvre 2 restos et sont tous les 2 étoilés, beau gosse. Enfin, bravo, énorme respect. Et on va voir que ça ne va pas s'arrêter juste là. Il quitte Audi pour fonder la holding groupe Éclore, réunit des talents et développe son empire. Donc tout ça, voilà, il ouvre 2 restos étoilés tout en étant toujours, donc je sais pas ce qu'il faisait à Audi, il était responsable grand compte chez Audi. Il faut croire qu'il a fait ça, voilà, il a pu ouvrir 2 restos et être responsable grand compte, donc beau gosse, tout en travaillant chez Audi. Donc capacité à bosser sur 2 terrains, ça c'est un marqueur de vrai bonhomme. Donc il a encore ouvert un restaurant avec une étoile, un autre resto à Strasbourg et un autre resto à Paris. Il a même ouvert un resto près de l'Assemblée nationale, ok. Et donc en 2024, il a 6 étoiles Michelin avec ses établissements. Et il compte, voilà, 6 établissements sur 8 ont une étoile. En 2020, il gagne un procès contre AXA sur la perte d'exploitation liée à la crise du Covid-19, ouvrant une brèche juridique pour d'autres restaurateurs. Voilà quelqu'un qui a été courageux, qui ne s'est pas laissé faire face aux assurances. Et on sait qu'on les aime pas les assurances, donc juste pour ça, vrai bonhomme. Au lieu de demander peut-être qu'il l'a sûrement fait, mais voilà, avant de s'accrocher à l'État, de s'accrocher aux prêts garantis par l'État, il a d'abord fait cracher ses assureurs. Cofondateur du collectif Restons Ouverts, porte-parole du groupe durant la crise sanitaire, donc ça a été visiblement un des leaders de sa profession pendant la crise, donc ça aussi être un leader, ça fait partie des points pour d'être un vrai bonhomme. Donc élu en 2022, élu président de la restauration Paris-Île-de-France à l'UMI, fédération du secteur.
Quand on connaît la position de l'UMI, qui, voilà, hein, les personnes que j'ai citées sont des présidents de l'UMI, eh bien, je suis obligé de le mettre dans la case chouineur compulsif, puisque en fait, l'UMI est un syndicat qui passe son temps à dire que c'est la faute des autres et que la restauration est pas assez protégée et qu'elle devrait qu'elle devrait davantage être protégée en ayant des numerus clausus, etc. Donc on va voir, lui, en tant que président de l'UMI en Ile-de-France, c'est quoi sa position sur cette crise. Mai 2025, lancement de l'initiative Prestige Jeune via l'association Étoile de Paris visant à rendre la haute gastronomie accessible aux moins de 30 ans avec des menus tout compris à tarifs avantageux dans plusieurs de ses restaurants. Ok, je sais pas ce que c'est, mais on va dire que voilà, il est à l'initiative d'un projet qui veut démocratiser la cuisine. Bon bah voilà, nous avons un tableau récapitulatif de qui est Stéphane Manigold. Donc a priori, au premier abord, on pourrait en effet se dire que cette personne est plutôt un vrai bonhomme. Enfin quelqu'un qui semble être sur la même ligne que moi, même si le titre de cet article semble dire qu'il ne serait pas d'accord avec moi, puisque moi, je le rappelle, je pense qu'il y a trop de restos en France, et que c'est pour ça que la restauration est en crise. Il y a trop de gens qui font des restos, et je pense qu'il faudrait que certains acteurs sortent du marché pour qu'on arrive à un secteur moins compétitif. La compétition est trop forte, quoi. La compétition est trop forte, sauf que comme ce secteur est protégé avec des réglementations publiques, ben les acteurs qui auraient dû s'arrêter, qui auraient dû mourir, ne meurent pas. Ils vivent au crochet de l'État, et ce qui fait qu'aujourd'hui on a un secteur rempli de on a un secteur où il y a beaucoup trop d'acteurs. On va donc écouter ce qu'il a à dire. C'est parti. Est-ce que vous confirmez qu'il y a trop de restaurants dans certains secteurs ? Alors, déjà, deux éléments. Le premier, c'est qu'il n'y a pas trop de restaurants en France. Il y a trop d'établissements qui n'en sont pas. Et... Ok, donc bon bah il n'y a pas trop de restaurants parce qu'en fait il y a des faux restaurants en France. C'est encore une façon de nous dire que ce type de restauration, évidemment on parle des fast-food, hein, ce type de restauration doit disparaître. Et ça, ben, si on devait continuer notre tableau, ben, ça serait peut-être un point chouineur, hein, parce que voilà, il y a des restaurants qui n'en sont pas, donc il faudrait peut-être les éliminer, enfin, ou en tout cas les contraindre pour que ça soit, pour que les clients aillent vers les vrais restaurants. Bref, on va voir ce qu'il veut nous dire. Et se pose en fait la question justement, votre question, est-ce qu'il faut un numerus clausus ? Moi, j'ai pas envie de réinventer la roue, elle existe déjà. Ce numerus clausus, le législateur l'a mis en place, ça s'appelle les licences 3 et les licences 4. C'était pour les débits de boissons. C'est ce qui permet de vendre de l'alcool ou non ? Absolument. Et elle contingente, en fait, à Paris, par exemple, pour vous illustrer le propos, vous avez droit à une licence 3 et 4 pour 450 habitants. Ce qui fait que, à Paris, réellement, vous pouvez avoir 4800 débits de boissons, donc restaurants, établissements, bars, etc., maximum. Or, rien qu'à Paris, nous en avons 17 000. Et pourquoi, alors, vous direz, pourquoi on a pu permettre cette prolifération de noms? Ok, donc là-dessus, en fait, il fait référence au numerus clausus, proposition de Thierry Marx et de Franck Chomès, d'attribuer, voilà, de limiter le nombre de restaurants dans les centres-villes des grandes agglomérations. Et donc voilà, tout ce qu'il nous dit en fait, c'est que ces gens veulent amener une nouvelle couche de régulation, alors que le marché est déjà encadré avec les licences. Donc ça, c'est un bon point. Restaurant. Eh bien, il suffit qu'avec un 4 bis sur votre numéro code APE, vous avez marqué restaurant. Eh bien, vous demandez en mairie ou en préfecture ce qu'on appelle une licence restaurant. Même si vous êtes un snack, même si vous êtes une pizzeria, même si vous réchauffez au micro-ondes des plats tout faits que vous avez achetés, eh bien vous obtenez gratuitement une licence. Donc en fait, on veut réinventer la roue, mais elle existe déjà. Il faut juste que le politique soit en phase avec ces incohérences. Vous voyez, on a parlé de simplification il n'y a pas très longtemps, la loi simplification. Et bien par exemple là, c'était le moment de clarifier. Oui. Cette fameuse douve de protection avec les licences, elle n'a pas empêché les acteurs de la restauration rapide de la contourner, en disant tout simplement qu'en fait, bah voilà, il n'y a pas besoin de vendre de l'alcool dans un restaurant.
Il faut arrêter de surprotéger un secteur avec des normes, car une norme c'est fait pour être contournée. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des acteurs qui sont incapables de s'adapter face à l'offre de leurs concurrents. Quand on parle d'une baisse de 15 à 20% de la fréquentation, c'est la fréquentation de ce que vous appelez vous les vrais restaurants. Ça veut dire que les clients vont dans ces snacks, mais est-ce que c'est pas parce que l'addition dans un de ces vrais restaurants est devenue trop chère? C'est demain, si je vous vends un pain au chocolat à 10 centimes et qu'il est vraiment pas bon, immangeable, même si vous l'avez payé 10 centimes, vous trouverez que c'est pas bon. Donc je pense que les restaurateurs devraient être, moi je sais, je parle en tant que président de mon groupe, hein, je le précise, et pas en tant que syndicat, parce que je suis pas en phase avec le syndicat. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous sommes devenus quelque part une profession moins. On n'arrête pas de se plaindre. C'est de la faute de Macron, c'est de la faute de Trump, c'est de la faute de l'Italie qui absorbe mieux, c'est de la faute de l'Espagne. Non, c'est notre faute. Cette profession, depuis des décennies, n'a pas su faire une chose. Ok, magnifique discours. Enfin, quelqu'un qui dit les termes. Je dirais même qu'il est courageux, car ils ne sont pas beaucoup, je pense, à penser comme lui. D'autant plus qu'il le dit, hein, il s'inscrit en désaccord avec son propre syndicat, dont il est patron de la branche restauration en Ile-de-France. Le gars, beau gosse, vraiment énorme respect. Enfin, quelqu'un qui dit un discours différent de ce qu'on entend depuis le début. Indispensable, c'est d'être transparent avec son consommateur. Vous, quand vous allez dans un restaurant, vous ne savez pas si c'est un cuisinier qui s'est levé 7 onces qui se lève tôt, qui à 7h du matin ou 8h a commencé à éplucher ses oignons, a fait ses jus, a préparé ses carottes et a préparé votre plat, ou si c'est 30 secondes avant le micro-ondes qui a tourné. Eh bien, cette manque de transparence aujourd'hui, le consommateur, il en a ras-le-bol. Il en a ras-le-bol d'être pris pour un consommateur en 2 mots. On est passé du piège à touriste au piège à con. Vous parlez de tout. Ok, voilà une proposition intéressante pour contrer la menace du fast-food. Il y a plein de restos qui le font déjà, on est d'accord. Mais ceux qui se plaignent de la baisse de leur chiffre d'affaires ne font pas cette démarche. Et puis c'est une proposition qui repose aussi sur la remise en question de sa pratique. Si le client sait que je sers de l'industriel, est-ce qu'il continuera à venir à manger chez moi? Moi j'ai pas de problème avec les restos qui vendent des plats industriels. Vous avez l'exemple des routiers, on sait où on met les pieds dans un routier, les restaurateurs l'assument, et voilà, les gens en fait ils cherchent ça. Il n'y a pas de tromperie, et ça convient à tout le monde. Je ne le répéterai jamais assez, 80% des restos traditionnels sont sur une partie de leur carte des fast-food déguisés. Et ils ne vous le disent pas, ils ne l'assument pas. Donc la transparence, c'est un très bon moyen de se distinguer des fast-food. Si tu fais le taf, là le consommateur distinguera les vrais restaurateurs de ceux qui font du réchauffé. Mais attention, faut pas que ce soit un prétexte pour obliger les restos à être transparents. Il faut laisser le choix aux restaurateurs, évidemment. Ceux qui ne veulent pas être transparents ne doivent pas se plaindre si les restaurateurs qui travaillent bien le sont. D'ailleurs, c'est assez, j'allais dire, remarquable dans la mesure où on a beaucoup interrogé les vacanciers qui ont décidé cette année de partir, semble-t-il, en plus grand nombre pour des destinations comme l'Espagne. Et parmi les explications, c'était la restauration est moins chère là-bas. Mais c'est vrai, alors il y a aussi un sujet de TVA, soyons clairs, un taxe sur la valeur ajoutée. Moi, vous savez, je prône en fait, le mot TVA, ça veut dire taxe sur la valeur ajoutée. Quand vous ouvrez une poche, vous la mettez au micro-ondes et vous la servez. La valeur ajoutée est faible, là, ça on est bien d'accord. Dernière question, pourquoi la profession. On ne pas à 20 points. Est-ce que vous pouvez vous autoréguler? Il faut s'autoréguler sur 2 sujets. L'augmentation de la TVA à 20%, parce que franchement, les Français se sont fait avoir avec la baisse de la TVA. Ça a coûté des milliards au compte public. Et le résultat n'est pas là. Nous sommes tout le temps en train de nous plaindre. Nous avons pas de recrutement, il y a trop de restaurants, etc. Donc, petit 1, rehausser la TVA, ça rapporte 5,6 milliards pour ceux qui ne sont pas des établissements, qui ne font pas du fait maison. Et enfin, mieux réguler par cette licence 3 et licence 4. D'accord, c'est dit. Hausse de la TVA pour ceux qui ne font pas de la vraie restauration. On retiendra ça. Merci beaucoup. Bon, il avait presque tout bon jusque-là, mais là il tombe dans la case chouiner. Hein. Il veut une bonne douve de protection face à ses concurrents avec cette TVA à 10% pour les vrais restaurateurs et à 20% pour les faux. Comment on peut envisager ça? Enfin, pour moi, c'est la négation même de la compétition. Je sais pas, on peut pas être honnête et admettre de jouer avec des règles différentes dans un même jeu. C'est pas possible. C'est pas possible. La TVA doit être la même pour tous les acteurs. Qu'on la remonte à 20% pour tout le monde, ce serait sûrement la meilleure des choses à faire. Voilà, il l'a dit, la TVA à 10%, ça ne marche pas. Les concurrents trouveront toujours un moyen de contourner cette douve de protection.
Tout ça, je le dis en connaissance de cause, parce que je travaille dans la restauration depuis 1 an maintenant. Si je traite de ces sujets, c'est parce que la restauration française mérite d'être sauvée. J'aime manger de la bonne bouffe dans un restaurant et je me battrai toujours pour ça. Mais elle se sauvera en jouant avec les mêmes règles que ses adversaires, pas en créant des acteurs assistés par la régulation publique. Soutenez-moi si vous pensez que je dois continuer à dire les termes. Venez donner votre avis sur la question en commentaire. Je vous dis à très vite.